Salut à toi et bienvenue. Dans cette vidéo, on parle mythologie, et plus exactement d'un héros grec aux multiples exploits, Héraclès. Do we die in this battle? I think he wants a challenge. The gods fight on our side! Si tu l'as remarqué dans l'intro, tu t'es peut-être posé la question pourquoi je te parle d'Héraclès et pas d'Hercule. Dans les deux cas, on parle de 12 travaux. Et alors, quelle est la différence? Dans les deux légendes, on retrouve un demi-dieu grec, fils illégitime de Zeus, accomplissant 12 travaux connus pour être irréalisables. En fait, la seule différence, c'est que les 12 travaux d'Héraclès, c'est l'original, et les 12 travaux d'Hercule, c'est une reprise romaine. Comme on l'a déjà vu, l'Empire romain est énorme pour l'époque, très influent et surtout très envahissant. À force de conquête, il s'inspire de pas mal de contrées. Du coup, on change pas mal de religions, grec, christianisme, etc. Et pour ce qui est de la mythologie grecque, ils ont quasiment tout repris, il y a juste les noms qui ont changé. Et donc on se retrouve avec les 12 travaux d'Hercule. Pour ce qui est de la traduction, Héraclès veut littéralement dire « à la gloire d'Héra », ce qui est plutôt ironique quand on connaît toute l'histoire. Quand on parle d'Hercule, on doit parler de Zeus, son père, le roi des dieux. Lui, c'est Zeus. Comme on en a déjà parlé dans une autre vidéo, Zeus, être fidèle, c'est pas trop son truc. Lui, il est plutôt pour la polygamie et les escapades nocturnes. Et il le démontre de nombreuses fois à travers pas mal d'aventures qui finissent souvent avec un bébé sous les bras. Au grand désarroi d'Héra, sa femme et à la fois sa sœur. Enfin bref, pour ce qui est d'Héra, elle n'est pas du tout emballée par le comportement de Zeus. Et vu qu'elle ne peut avoir d'impact sur lui, elle se rabat sur les maîtresses mortelles de Zeus. Le problème, c'est que déjà que pour la plupart du temps, c'est pas réciproque, mais en plus, elle récolte la femme super vénère et jalouse du roi des dieux. Pour prendre exemple avec notre sujet du jour, c'est exactement ce qui va se passer avec Héraclès. Bon, on l'a vu, entre Héraclès et Héra, c'est pas l'amour fou. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. D'abord, par une des idées les plus brillantes d'Hermès, le messager des dieux, entreprendre de rendre le petit Héraclès immortel. Et pour ça, quoi de mieux que d'aller faire boire le lait à la divinité la plus mal attentionnée à son égard? Je parle bien sûr d'Héra. En gros, tu le penses bien, c'est pas une super bonne idée, et évidemment ça ne va pas se dérouler comme prévu. Il s'en approche doucement lorsque Héra est assoupie, sauf qu'à ce moment-là, la déesse se réveille et repousse violemment l'enfant. Des gouttelettes de lait jaillissent de son sein et forment la voie lactée. Déjà que la déesse n'était pas en super bon terme avec l'enfant, mais depuis ce jour elle n'aura de cesse que de tendre des pièges à Héraclès. Comme la fois où elle envoie 2 serpents dans le berceau d'Héraclès Junior, heureusement tout se finit bien pour Héraclès. Il chope les 2 serpents et en fait un bon gros nœud de cravate. Héra, en déesse super vénère et rancunière, ne va sûrement pas s'arrêter là, et plus tard elle va rendre complètement fou Hercule. Tellement fou que touché de démence, il va massacrer sa femme, ou selon ses versions, ses enfants. Anéanti par le désespoir, il s'en va consulter la petite Delphes, qui pour se racheter, l'envoie chez Eurysthée, le cousin froussard d'Héraclès, devenu désormais roi de l'Argolide. Et Eurysthée lui confie donc 12 travaux connus pour être irréalisables. Pour sa toute première mission, Héraclès doit tuer le lion Némée. Cruel, invincible, à la peau invulnérable, dont la tanière se situe dans le sanctuaire religieux de Némée. Premier problème auquel se confronte Héraclès, comme on vient de le dire, le lion est invincible, et sa peau est impénétrable. Il décoche une volée de flèches, mais même les flèches offertes par le dieu Apollon lui-même ne transpercent pas la peau du fauve. Le lion se réfugie alors dans une caverne à 2 entrées. Héraclès commence donc par en boucher une des 2. Il repousse la bête, lui fait face, et cette fois il opte pour une technique bien à lui. De ses bras musclés, il étouffe la bête. Son travail accompli, il décide de récupérer la peau impénétrable du lion pour s'en faire une armure. Pour ça, il utilise les griffes du lion, puisqu'un simple couteau n'aurait pas suffi, et le ramène donc à Eurysthée. Le roi est si terrifié à la vue de la dépouille du lion qu'il lui interdit l'accès à la ville. Il fait construire une jarre cachée derrière les remparts et enterrée dans les sous-sols pour s'y réfugier en cas de danger. Pour son deuxième travail, Héraclès doit vaincre l'hydre de Lerne. Selon la légende, elle possède jusqu'à 100 têtes, dont une immortelle. Pour commencer, notre héros va tenter, comme avec le lion Némée, d'utiliser sa technique de bourrin favorite, étouffer l'hydre de Lerne. Mais cette fois ça ne marche pas, le monstre est tout simplement trop puissant.
Alors il se met à couper une à une chaque tête de la créature. Sauf qu'il y a un léger problème, au fur et à mesure que les têtes jonchent le sol, d'autres réapparaissent et vont même jusqu'à se dédoubler. Alors il demande l'aide à son plus fidèle compagnon, Iolaos, demi-frère ou neveu selon les versions, de l'assister dans sa quête. Sauf qu'il n'est pas seul à avoir cette idée. Héra, la déesse du mariage, qui a décidément une dent contre Héraclès, envoie un crabe géant mordre les chevilles de notre héros, qui, agacé, l'écrase d'un coup de massue, ce qui forme la constellation du Cancer. Après ça, une à une, il cautérise les moignons de l'hydre, ce qui empêche les têtes de repousser. Il trempe ses flèches dans le sang empoisonné du monstre, ce qui les rend encore plus mortels. À présent, Héraclès se retrouve avec un petit arsenal, mine de rien, avec, je le rappelle, son armure en peau de lion, sa massue en bois d'olivier, ainsi qu'à présent ses flèches fraîchement trempées dans le sang mortel de l'hydre. Bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. À son retour, son cousin le roi ne veut tout simplement pas valider son exploit. L'aide de Iolaos ne faisait pas partie de l'épreuve, du coup ça ne sera pas comptabilisé. Pour la troisième épreuve, Héraclès doit capturer la biche de Cérynie. Cette biche aux cornes d'or et aux sabots d'airain était extrêmement rapide, ce qui rendait sa capture encore plus ardue. Pendant 1 an, Héraclès va poursuivre la biche, et quand enfin il la rattrape, il lui décoche une flèche entre le tendon et l'os d'une de ses pattes, ce qui a pour résultat de l'immobiliser sans pour autant la blesser. Il la charge sur ses épaules et s'élance dans le voyage du retour. Sur le chemin, il croise Apollon, le dieu de la lumière et des arts, et Artémis, la déesse lunaire de la chasse. Les dieux sont offusqués et demandent à Héraclès de libérer la biche. Après quelques négociations, il leur promet de la libérer une fois rentré chez Eurysthée. Héraclès doit capturer un nouvel animal et cette fois-ci, c'est au tour d'un gigantesque sanglier dévastant le pays alentour, le sanglier d'Érymanthe. Il le poursuit sur les monts enneigés, et bien tu t'en doutes du mont Érymanthe, en poussant des cris pour faire fuir la bête. Il continue jusqu'à l'épuiser dans la neige, il ne lui reste plus qu'à le ramener vivant en Argolide. Cette fois-ci, le roi en a marre qu'Héraclès réussisse chaque labeur qu'il lui confie. En plus, Héraclès commence à gagner en popularité, tout le monde commence à connaître ses exploits. Alors pour ça, rien de mieux qu'une écurie bien sale pour te faire redescendre les pieds sur terre, et puis au passage t'humilier un peu. Ogéas, roi d'Hélice, possède un énorme bétail qui déambule depuis des années dans ses écuries. Jusque-là, tout est normal, sauf que vu que ces bêtes sont sacrées et immunisées contre toute maladie, il ne ressent pas le besoin de nettoyer leurs écuries. D'immenses quantités de fumier s'y entassent depuis des années, et tout ça, il doit le nettoyer en un seul jour. C'est tellement infaisable qu'Ogéas lui-même lui propose une part de son bétail s'il y arrive. Évidemment, tu commences à connaître notre héros, il a un plan. Il va détourner les fleuves qui se trouvaient coup de bol juste à côté de l'écurie et va tout nettoyer d'un seul coup. Encore une fois, Eurysthée refuse la validité de son exploit. Payer ou aider, ce n'est pas un travail accompli. Ces oiseaux étaient, disait-on, les enfants du dieu de la guerre, Mars, cruel et violent. En plus de ça, ils étaient présents en grand nombre autour du lac, ce qui rendait ses abords inhabitables. Héraclès, après avoir vu un pauvre pêcheur qui passait par là se faire dévorer sous ses yeux, arrive enfin au lac Stymphale. Premier problème, il y a vraiment énormément de ces oiseaux, donc les tuer un par un s'avère un peu plus compliqué que prévu. Mais en plus de ça, ils sont hors d'atteinte, cachés dans une forêt dont il est impossible de chasser. Alors la déesse Athéna, Minerve en romain, vient lui donner un coup de main. Elle lui offre des cymbales magiques. Héraclès, en les frappant, fait s'envoler tous les oiseaux qu'il va abattre un à un de ses flèches. Son 7e travail consiste à capturer le taureau de Crète. Lors d'un jour de tempête, le roi, inquiet pour son île, fait appel au service de Poséidon, le dieu des océans. Un magnifique taureau sort des flots prêt à être sacrifié. Tout aurait pu s'arrêter là, il rentre chez lui, sacrifie le taureau et tout le monde est content. Sauf que évidemment ce n'est pas ce que va faire le roi. Il le trouve tellement beau qu'il le garde pour lui afin d'agrandir son propre troupeau. Évidemment, quand tu pars du principe que tu peux berner et duper l'une des divinités les plus puissantes de l'Olympe, ça finit forcément mal. Après ça, le taureau rendu fou par le dieu ravage tout ce qui se trouve sur son passage. Héraclès accomplit sa mission, il capture la bête et le rapporte à Eurysthée.
Et juste après ça, Eurysthée le relâche dans la nature. Autant dire que ça n'a pas servi à grand chose. Cette fois-ci, Héraclès doit capturer les juments de Diomède. Ces dernières sont exclusivement nourries à la chair humaine, ce qui rend la tâche un peu plus ardue. Autant dire qu'il n'est pas toujours très bon d'être convié à la table de Diomède. Notre héros arrive accompagné de ses plus fidèles compagnons et s'embarque pour sa mission. Malheureusement, un malheur arrive. Lors de la capture des juments, un des compagnons d'Héraclès, Abdéros, se fait dévorer. Pour se venger, Héraclès se faufile chez Diomède, le tue et le donne à manger à ses propres juments. Une fois ne lui a pas suffi, Eurysthée, dans une de ses plus sages décisions, relâche encore une fois la capture de notre héros. Ce qui fait que des juments mangeuses d'hommes se retrouvent dans la nature. Heureusement pour toi, tu ne risques plus de les croiser, car ces juments monstrueuses se sont fait peu après dévorer par des bêtes sauvages. Le 9e travail d'Héraclès fait suite aux caprices de la jeune fille d'Eurysthée, Admète. Elle veut tout simplement s'emparer de la superbe ceinture de Mars offerte à la reine des Amazones, Hippolytée. Rien que ça. Et vu qu'Eurysthée est un père plutôt sympa, il envoie son larbin, c'est-à-dire Héraclès, qui se retrouve embarqué chez les Amazones. Mais à sa grande surprise, la reine est plutôt bienveillante et elle est même plutôt impressionnée par les exploits du héros. Elle accepte les cadeaux d'Eurysthée en échange de sa ceinture et tout se passe pour le mieux. Mais Héra, déguisée en Amazone, va mettre un peu la pagaille. Elle fait croire à un attentat, explique qu'Héraclès est rentré dans la salle du trône et est sur le point de mettre à mort la reine. Il n'en faut pas plus aux femmes guerrières, armées jusqu'aux dents pour débarquer et attaquer Héraclès. La reine, essayant de le protéger, s'interpose entre lui et le javelot et le reçoit de plein fouet. Notre héros, comme d'habitude tout en finesse, se dépêche de terminer sa mission, il arrache la ceinture du corps d'Hippolytée et s'enfuit en Argolide. Comme 10e épreuve, Héraclès doit combattre le géant Gérion, aux 3 bustes, 6 bras et 3 têtes, et lui voler son troupeau, accompagné d'un chien à 2 têtes et d'un terrible dragon à 7 têtes, gardien du bétail. Cette mission s'annonce encore une fois bien compliquée. Mais avant de commencer la castagne, Héraclès doit d'abord réfléchir logistique. Pour venir jusqu'au géant, il a dû traverser la mer, et même s'il réussit à récupérer le troupeau, il lui faut également la traverser pour le retour. Il réfléchit, et puis, au bout d'un moment, il est agacé. À chaque déplacement qu'il fait, un rayon de soleil l'éblouit. Alors, braquant son arc en direction du soleil, il décoche une flèche. Sauf que soudain, qui voilà? Eh bien c'est le dieu Hélios. Le rayon de soleil, c'était lui, il était tout simplement en train d'espionner le héros. Loin d'être offensé par cet acte, et même plutôt impressionné du courage dont il a fait preuve, il le récompense à l'aide d'une immense coupe d'or. Après ça, tout s'enchaîne très vite, il va défaire le géant, récupère le troupeau, et le ramène à Eurysthée. Après de multiples aventures et un long chemin parcouru, il arrive auprès du titan Atlas qui porte la voûte céleste et lui demande son aide pour cueillir les pommes du jardin des Hespérides. Ce dernier accepte à condition qu'il le remplace. À son retour du jardin, le titan refuse de reprendre le poids des épaules d'Héraclès. Notre héros est donc condamné à supporter le poids du ciel sur ses épaules. Mais ne t'inquiète pas, Héraclès n'a pas dit son dernier mot. Utilisant la ruse et faisant mine de changer de position, les rôles s'inversent pendant quelques minutes. Évidemment, pendant ce temps-là, il s'enfuit les pommes à la main qu'il rapporte à Eurysthée. Pour sa dernière mission, Héraclès doit ramener le chien des enfers, gardien des portes, Cerbère. Grâce à l'aide des dieux, il traverse le Styx et traverse de grands fleuves de lave. Avant de capturer le monstre, il lui faut convaincre le dieu des enfers de lui donner sa permission. Pour ça, Héraclès libère des morts, provoque des éboulements et frappe même les serviteurs d'Hadès. Exaspéré, le dieu lui donne son accord à condition qu'il le capture à main nue. Même si le dieu lui donne sa permission, Cerbère, lui, est pas super consentant et ne se laisse pas avoir aussi facilement. Après un combat acharné, Héraclès utilise la même technique qu'avec le lion de Némée, l'étouffement, et une fois enchaîné, le ramène à Eurysthée. Après avoir validé son dernier exploit, il le ramène respectueusement en enfer. Le monstre retrouve sa place de gardien des enfers. Avec 12 travaux plus éprouvants les uns que les autres à son palmarès, Héraclès s'en sort plutôt bien. Et après de multiples autres aventures, une mort plus qu'atroce, enfin débarrassé de sa nature mortelle, il arrive enfin à gagner son épée. Pardonné par Héra,
il rejoint l'Olympe parmi les dieux les plus populaires de la mythologie grecque.